Et coucou, bienvenue pour un nouveau vlog. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, je vous récupère juste vite fait maintenant parce que demain, je vais aller passer la journée à Tokushima. Tokushima qui est la préfecture voisine de la mienne. Mais comme vous le savez, Kagawa, c'est la plus petite préfecture du Japon. Donc on a vite fait d'aller chez le voisin. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vais à Tokushima? Alors je vais à Tokushima parce que je vais aller récupérer une machine à coudre. Ça, je vous en parlerai sur le retour. Voilà. Mais du coup, ça fait un petit moment que j'avais envie de visiter la ville, puis ça avait été un petit peu raté, puisque l'année dernière, j'avais été au musée Otsuka, qui est dans la même préfecture, et en fait, je voulais justement aussi visiter la ville, et puis j'avais pas eu le temps, donc voilà, ce n'était que partie remise, et je me suis dit, bah, puisqu'il faut que j'y aille de toute façon, je vais en profiter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Tokushima? Alors, Tokushima, c'est pas très grand hein, comme ville, mais, enfin, c'est pas très grand, c'est plus petit que Takamatsu. Mais après, je sais plus si c'est fait la moitié, ou je crois que c'est la moitié au niveau de la taille. Et du coup, en fait, il y a quand même certaines choses, culturellement parlant, qui ont l'air très intéressantes à visiter. Déjà, Tokushima est très célèbre à cause de son festival d'été, je ne sais plus si je vous en avais parlé, l'Awa Odori, qui est le plus grand festival estival. J'allais dire, je me répète, mais non, festival estival au Japon, puisqu'en fait il y a plus d'1 million de personnes, de japonais, hein, qui viennent visiter Tokushima en été pour venir à ce festival. Ce festival est absolument fantastique, j'ai eu l'occasion de le voir une fois et franchement c'est absolument génial. Mais c'est vrai que du coup maintenant dans d'autres villes, dans d'autres endroits, il y a des régions en fait qui commencent à recopier la Waodori, qui serait une danse du... Pas une danse de l'alcoolique, mais une danse du bourré, hein, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à une époque où les danses avaient été interdites pour plusieurs raisons. Pour l'une d'entre elles étant effectivement que les gens devenaient un petit peu trop foufou. Et les souverains n'aimaient pas ça, surtout venant du bas peuple, donc ils voulaient qu'ils se tiennent un petit peu à carreau, ils voulaient voir les choses. Et donc du coup, ils ont créé cette danse où ils imitent justement cette attitude pour pouvoir la garder même sans boire. Après, il y a d'autres histoires autour, hein, mais... alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Juste parce que c'est ce qui est le plus connu à Tokushima. Du coup, quand on va à Tokushima, il y a beaucoup de petites statues, beaucoup d'éléments en fait avec les costumes des danseurs, dont un chapeau comme ça en triangle qui est très très connu par ici, qu'on repère très très vite. Mais je ne sais pas par contre si j'aurai l'occasion de vous montrer grand chose parce que ben on n'est même pas encore complètement au printemps, ou en tout cas on vient à peine de le commencer. Ça caille encore un peu, on n'est pas dans l'ambiance festival d'été, voilà. Mais après voilà, donc si vous voyez des petites choses dans le décor qui rappellent un petit peu ça, c'est normal. Alors du coup, qu'est-ce que je compte visiter? Alors il y a le musée de la Waodori, donc j'aimerais bien pouvoir y aller pour vous montrer les choses et puis moi aussi pour me remémorer un petit peu, je ne sais pas trop ce qu'on peut y voir. Il me semble qu'on peut avoir un petit spectacle justement, une petite danse, et je voulais également aller voir du bunraku. Alors le bunraku, c'est du spectacle de marionnettes, c'est un style très très ancien et beaucoup de pièces de théâtre ont été créées en fait pour le bunraku et par la suite ont été reprises par le kabuki ou le no. Donc c'est, contrairement au kabuki ou au no, c'est un, comment on appelle ça, un art de la scène plus populaire et qui est très très vivant encore à Tokushima, puisque Tokushima c'est l'endroit où il y a le plus de théâtres encore actifs où ils font du bunraku, et le théâtre national du bunraku est à Osaka, donc apparemment c'est vraiment quelque chose de cette zone en fait du Kansai et qui s'est répandu sur le Shikoku aussi. Et tout ce que j'en sais en fait c'est que ce sont des marionnettes très grandes, enfin très grandes, c'est pas des petits machins comme ça là où on met un gant, c'est des trucs beaucoup plus grands, mais après je sais pas trop comment ça se manipule, après je sais pas non plus si je pourrais vous montrer directement les scènes ou le spectacle, puisque peut-être que ce sera interdit, mais voilà, donc du coup je vais en profiter puisque l'entrée n'est pas chère du tout, vous avez droit à une pièce de bunraku justement, et voilà, ben, je me suis dit tiens ça me tente bien, j'ai jamais vu ce genre de choses, j'ai aperçu à la télévision dans certaines émissions mais j'ai jamais vu, voilà. Et également il y a un temple ou un sanctuaire, je crois que c'est un sanctuaire pardon, où il me semble ils ont vous savez les calligraphies que j'aime bien prendre dans mon Goshuinsho.
Et il faudra qu'un jour d'ailleurs je vous fasse vraiment une vidéo exclusivement là-dessus pour que je vous explique ce que c'est. Et surtout si vous avez l'occasion de venir au Japon, ça vous intéresse de pouvoir le faire aussi. Parce que c'est vraiment très très beau. Et qui en ont apparemment, qui en changent régulièrement par saison. Il y a certains temples et sanctuaires comme ça qui sont pas forcément les plus grands. Les plus grands, souvent, ils n'ont pas le temps, ils ont trop de monde. C'est des calligraphies en 2 secondes, paf, un tampon et puis c'est terminé. Mais il y a des lieux sacrés comme ça, plus petits, je pense qu'ils tablent justement sur le succès de leur Goshuin, puisque les gens vont se déplacer juste pour avoir leur œuvre d'art, parce que certains sont vraiment des œuvres d'art, c'est que des fois c'est des vraies peintures, c'est pas juste la calligraphie, il y a tout un truc. Et certains d'entre eux, effectivement, n'en ont pas, en fait, ils ont la calligraphie en soi qui est unique, mais le décor, lui, change selon les saisons, les événements, etc. Et apparemment, il y en a très bien, donc je vais tenter d'aller voir ça. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais finir ce que j'ai à faire ce soir. Et puis comme demain matin, je vais partir tôt. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas prendre la caméra alors que j'ai encore été à moitié dans le pâté. Là. Vous savez que j'ai pas le cerveau qui fonctionne très bien quand il est encore très tôt. Donc voilà. Comme ça, je vous explique plus ou moins ce qu'on va faire. Et puis forcément, bah, sur le trajet, je vais essayer de bouquiner quelque chose. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis à demain. Eh bien coucou, je vous récupère depuis Tokushima. Alors je vous ai pas vraiment récupéré pendant le voyage pour juste vous expliquer un petit peu ce que je faisais parce qu'il fait un vent de fou. Là j'ai chaud dans tous les sens, mais j'ai réussi à trouver un coin où ça souffle un peu moins. Mais voilà, et donc du coup on se gèle. Mais alors qu'il fait du soleil, je me dis il va faire bon. Et donc forcément j'ai pris un truc plus fin, c'était pas la bonne idée. Tant pis. Donc je suis allée comme prévu voir les spectacles de marionnettes Bunraku qui étaient donc franchement très très bien. Alors d'autant plus que le prix est quand même, c'était à peu près 410, ouais c'était 410 yens, donc un peu moins de 3 €. Et sincèrement vous avez un tout petit musée, mais vous avez droit à un petit spectacle, vous avez droit à pas mal de choses. Franchement j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus qu'il y a les explications en anglais qui s'affichent en haut, donc ça permet quand même au cas où de ne pas rater les subtilités de l'histoire. Je suis désolée, j'essaie de me couvrir un peu parce que j'ai vraiment froid. Voilà, donc en tout cas c'était très bien. Donc je vous parlerai un petit peu plus du Bunraku et de tout ça plus tard. Et là je suis un petit peu plus à l'extérieur de la ville de Tokushima parce que je vais dans un temple qui vraisemblablement fait des très belles calligraphies, puisque vous savez je collectionne toujours ces calligraphies quand je peux visiter des temples sympas, et qui vraisemblablement a des chats. Voilà. Alors on va bien voir ce que ça donne. En tout cas j'ai hâte. Et voilà, et ben ça y est, c'est reparti. Ok, à tout à l'heure.
ben voilà, je suis de retour après cette épopée venteuse. Bah écoutez, j'avais déjà un minimum d'allergie hein, ces derniers temps. Parce que depuis que je suis au Japon, je me tape des énergies. Non, justement, des allergies saisonnières. Mais là, en plus, je pense que j'ai pris un coup de froid. Voilà, en rajoutant avec le vent, c'était une tempête. Moi qui voulais essayer de vous parler un petit peu, me mettre dans un parc machin, c'était infernal. Sincèrement, c'était infernal. C'était juste te faire agresser par le vent. À un moment donné, quand j'ai réussi à vous faire une petite vidéo pour vous parler, j'étais vraiment cachée dans un coin, quoi. Et j'ai pu avoir le temps de la vidéo. Après, c'était reparti. C'est-à-dire que j'ai bouffé mes cheveux toute la journée. Limite, j'y voyais rien quand je marchais. C'était... Voilà. Donc, du coup, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Malheureusement. Mais bon, bah tant pis. Hein, c'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin. C'est à 1 heure. Ouais, c'est à 1 heure d'ici. Donc, bah, j'y retournerai une autre fois quand il fera meilleur. Mais là, effectivement, je pense que... enfin, c'est pas que je pense, c'est que juste, j'en pouvais plus, quoi. J'ai réussi à aller voir le spectacle de Bunraku, donc de marionnettes. Alors c'était super intéressant sincèrement, et surtout j'étais très étonnée déjà parce qu'il faut 3 personnes par marionnette pour réussir à les manipuler, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est pas juste de les bouger, mais elles sont complètement articulées, c'est-à-dire la main, les doigts, les phalanges, et donc pendant le spectacle, ils tiennent des choses, ils les passent à d'autres personnages. Enfin franchement c'était assez impressionnant à ce niveau-là. Ce qui fait bizarre aussi, mais impressionnant dans un, on va dire dans un style un peu plus creepy, c'est qu'on voit les personnes, c'est-à-dire qu'elles sont juste debout derrière la marionnette, mais en même temps, ils sont recouverts de noir. Alors il y a un petit côté un peu fantomatique, c'est assez spécial. Mais, ah oui, puis autre chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça partout, mais à Tokushima, ce sont des habitants locaux et des agriculteurs majoritairement qui s'occupent de ça. Parce que ce sont des gens en fait qui ont appris à manipuler ces marionnettes depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils sont adolescents. Et donc, bon, ce sont des personnes assez âgées, donc ça fait 40-50 ans qu'ils font ça minimum, quoi. Et c'est vrai que bah, du coup, oui, il n'y a pas, en tout cas à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de professionnels. J'imagine qu'à Osaka, au Théâtre National, il doit y avoir des... pardon. Il doit y avoir des professionnels, puisque bon, c'est un théâtre national, donc j'imagine que c'est un petit peu différent. Mais là, en fait, ce sont des gens qui vont dans les villes ou villages voisins pour faire des petits spectacles. Là, celui qu'on a eu, il faisait 30 minutes. Et... pardon. Il raconte, je vais aller boire un coup. Alors, c'était une histoire assez tragique. Il y avait un côté très tragédie grecque, en fait. Vous savez, où ce sont... des personnes qui d'une certaine façon ne se connaissent, enfin se connaissent et ne se reconnaissent pas, et du coup qui engendrent des quiproquos, des histoires qui finissent de façon assez dramatique. Et j'espère que je vais pouvoir finir ma vidéo quand même. Merde. Oh pardon. Oui, donc du coup, bah, déjà que j'ai des problèmes de concentration en général, mais alors là en plus, si j'ai le cerveau qui commence à me couler par les oreilles, on est un petit peu mal. Donc voilà, en gros c'était très bien. C'est quelque chose de très très ancien. Après je sais pas si c'est non plus une thématique qui vous intéresse, mais j'avoue que je serais intéressée par le fait de voir un spectacle plus long que ça, c'est-à-dire vraiment avec toute l'histoire complète. Mais là, apparemment, comme ce sont des gens qui visitent depuis d'autres endroits et qui tournent un petit peu, donc du coup ils font pas toujours des choses très très longues, voilà. Mais 30 minutes c'était déjà bien. Il y avait un petit musée, il y avait un petit jardin, et ça m'a coûté 410 yens, donc en ce moment c'est l'équivalent de 2,70 €, 2,80 €. Voilà, sincèrement, c'était pas du vol, c'était très très bien. Sinon, j'ai quand même réussi à aller à mon fameux temple. Et donc, comme je vous ai dit que vraisemblablement il y avait des chats, parce que j'avais vu une petite affichette en fait sur mes tiens, mais en plus il y a des chats. Et en fait, oui, alors c'est bien un temple de chats avec des chats. Donc il y avait des statues de chats, des offrandes de trucs de chats, c'était que des trucs de chats, beaucoup d'offrandes qui étaient des boissons et de la bouffe, parce que vous savez, souvent dans les offrandes il y a de la nourriture, il y a des boissons. Bon ben voilà, de la même façon que quand il s'agit de temple consacré aux enfants, c'est souvent des bonbons, des choses que les enfants aiment, ou des jouets. Et ben là, ben c'est pour les chats, ben, alors les whiskas, les machins, il y en avait des tonnes. C'était que des choses comme ça, les petites briquettes de lait, voilà. Et donc du coup, tout est à l'effigie des chats. Les tablettes votives où ils écrivent des souhaits, c'était aussi avec des chats, enfin vraiment tout. Moi forcément, moi j'étais dans mon royaume là. Hein. Mais surtout, ils avaient aussi des vrais chats.
Voilà. Donc, en fait, j'arrivais à voir personne. Et puis, comme avec le vent qu'il y avait, ben, en fait, j'entendais pas s'il y avait un humain dans les parages ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai été toquer à la fenêtre. Puisque vous savez, il y a toujours une partie des sanctuaires et des temples. Vous avez de très larges fenêtres, en fait, coulissantes. Et c'est là qu'ils ouvrent pour vous vendre les gris-gris, enfin, je me rappelle plus les noms en français, mais vous voyez ce que c'est, tous les machins pour les prières et tout ça. Et donc, c'est là aussi qu'il faut aller pour les calligraphies. Et quand j'ai tapé à la fenêtre, donc il y a quelqu'un qui est venu tout de suite, je lui ai expliqué. Et forcément, c'était des calligraphies avec des chats que je vais vous montrer, bien sûr, parce que je suis très fière de vous montrer, pas mon œuvre d'art, mais d'avoir obtenu cette œuvre d'art. Et donc, du coup, bah, le temps que je lui donne le bouquin, puis que je reparte, parce que ça prenait du temps, vu que tout était fait directement à la main. C'est pas toujours le cas, justement, mais là, effectivement, tout était fait à la main. Donc, du coup, j'avais le temps de me balader encore un petit peu autour du temple. Et le temps que je me retourne, qu'est-ce que je vois? Il y a 6 chats qui sortent de la fenêtre. Voilà, donc 6 chats. Il y avait toutes les couleurs, du noir, du blanc, du tacheté. Donc, forcément, j'étais contente. En plus, des chats plutôt gentils. Donc, enfin, c'est pas que c'est pas le cas au Japon. C'est que les chats, au Japon, en tout cas, la plupart de ce que j'ai croisé, c'est pas qu'ils sont pas gentils, hein, absolument pas. Hein. C'est juste qu'ils sont pas à l'aise avec les humains, ça se voit. Et donc du coup, ils se laissent pas approcher. Et donc là, du coup, bah, comme c'était des chats justement qui étaient plutôt, qui avaient tendance à s'approcher, un machin. Alors, j'ai pu gratter des chats, donc j'étais très contente. Voilà. Donc du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu mes emplettes. Alors, on va commencer avec ceux qui ont été faits directement dans le Goshuincho. Alors, le Goshuincho, c'est le nom du bouquin où on regroupe les calligraphies. C'est-à-dire que c'est une sorte de livre de pèlerinage et à chaque fois qu'on se rend dans un temple ou un sanctuaire, on le donne en l'ouvrant en général à la page qu'on veut, parce que tout le monde ne veut pas exactement que ce soit dans un certain ordre. Et donc, ils vous le font directement là-dessus. Malheureusement, ça se passait déjà un petit peu avant le Covid, mais surtout avec le Covid, il y a des endroits maintenant où on vous donne juste un papier et puis tu colles avec de la glu. Je trouve que ça a beaucoup moins de charme, mais bon. Voilà. Et là, ça n'était pas le cas. Donc, alors c'est facile à repérer parce que c'est très rose. Voilà. Alors, hop. On va éviter de faire tomber tout le machin. Et donc, voilà. Ma calligraphie avec des chats. Moi, c'est très... Alors, ah oui, pourquoi est-ce que c'est aussi rose? Période des cerisiers et de la fête des filles. Parce que Hinamatsuri, c'était il n'y a pas longtemps, voilà. Donc c'est à peu près à la même période. Donc du coup, c'est très fifi, très fleur de cerisier. Bon, moi, les trucs fifi, vous savez que... Hein, voilà. Mais j'avoue que pour des trucs décoratifs comme ça me gêne pas. Voilà, c'est très bien, c'est mignon. Il y a des petits chats, comme vous voyez, là, c'est un petit chat en kimono. La boîte à bento avec la patte de chat, c'est que des trucs de chat. Voilà, c'est super mignon. Et j'en ai aussi pris un autre qui est en double page, mais je n'avais pas réalisé quand je l'ai pris qu'en fait c'était pas juste une double page, mais que c'était du papier découpé. Voilà. Donc du coup, bah, je vais pas le mettre là-dedans parce que ce serait du gâchis. J'ai voulu l'encadrer, sauf que ça marche pas très bien en fait avec cette couleur-là. Donc juste pour vous, je vais mettre un autre papier en fait derrière plutôt que ce truc marron. Et du coup, je vais vous le montrer en le sortant parce que... Attention, il y a Miss Main gauche qui arrive. Hop, voilà, parce que du coup, ça vous donnera une meilleure idée du papier découpé. Voilà, en fait, ça se présente comme ça. Voilà, en fait, c'est, vous voyez bien, c'est du papier découpé. Hein. Voilà. Donc, comme toujours, vous avez en général le nom du temple, une thématique ou une prière avec la date, l'année, le jour, etc. Et si vous regardez bien, ce sont encore des chats. Sauf que ces deux-là, en fait, représentent deux dieux qu'on retrouve très souvent dans les entrées de temples. Il me semble que c'est Fujin et Raijin, si je vous dis pas de conneries. Mais je sais plus lequel est quoi. Celui-là, je sais que c'est par rapport au tonnerre, puisque justement il a des tambours. Voilà, elle a des tambours justement puisque ça fait du bruit et donc il rappelle le tonnerre. Donc là, c'est le dieu de l'orage ou du tonnerre et ici du vent. Voilà, donc Fujin, ça doit être le vent et Raijin, le tonnerre. Bref. Je m'en rappellerai un jour. Donc voilà, donc du coup c'est très très joli. Et je me dis, ben écoutez, ça encadré en déco, ça sera bien sympa. Puis il y a des chats, donc c'est forcément bien. Voilà. Et puis, alors avec le même type de décor, alors ça c'était pas prévu, mais j'ai pris quand même. Parce que, voilà. C'est un tenugui. Alors les tenugui, vous en avez vu pas mal
quand j'habitais à Ota dans mon ancien appartement, parce que c'était ce qui me servait de décoration derrière. Vous savez, cette espèce de bande de tissu que je changeais de façon saisonnière pour décorer justement. Et en fait, pour cette période de l'année, pour le printemps, j'ai que dalle. Et sur le coup, je me suis dit, bah, ça n'a pas besoin d'avoir une thématique printanière. Et donc, du coup, il y a celui-ci. Hop. Bah, par contre, c'est vrai que vous ne le voyez plus parce que je ne le mets plus ici, je le mets dans ma chambre maintenant. Voilà. Donc, c'est de nouveau Fujin et Laijin. Voilà. Sous forme de chat. J'essaye de vous montrer la totalité du truc. Voilà. Donc, toujours. Ça, c'est les couleurs qu'on retrouve le plus. C'est de l'indigo sur fond blanc. Mais d'autant plus que l'indigo, apparemment, à Tokushima, la fabrication de l'indigo est quelque chose d'important. Enfin, je vois parce que apparemment, c'est quelque chose d'important dans beaucoup d'endroits. À Marugame aussi, donc je sais pas vraiment s'il y a un lieu précis ou si c'est juste des traditions qu'on retrouve dans plusieurs régions différentes. Voilà. Puisque l'indigo est une couleur qui nécessite beaucoup de travail pour l'obtenir, ou en tout cas jusqu'à une certaine époque. Et bon, maintenant qu'on peut faire de façon synthétique, mais je ne sais pas effectivement si la qualité et l'aspect est le même. Ce serait intéressant à comparer d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup vous avez mes petits souvenirs entre guillemets et ma machine à coudre. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de loisirs créatifs. Je le ferai peut-être pour une autre vidéo pour vous montrer un peu plus parce que là c'est un peu le bordel. Mais pourquoi est-ce que je voulais une machine à coudre? Alors en fait c'est juste par rapport à mon point de croix. Parce que pour que ça arrête de filer sur les bords. Aussi parce que j'ai un point de croix que j'ai terminé il y a plusieurs mois. Et mon but avec c'était de faire pas une tête d'oreiller mais une housse de coussin. Et en fait elle est toujours là juste parce que je déteste la couture. Le point de croix c'est pas pareil en fait parce que c'est facile, il suffit de mettre dans les trous donc ça me pose pas de problème. Mais la couture en règle générale, voilà. Et en fait j'ai découvert dans les... Vous savez je vous ai parlé je crois de Jimoti pour les trucs d'occasion. En fait où vous avez des particuliers qui revendent et qui achètent des trucs d'occasion. Et donc justement j'ai trouvé une machine à coudre qui était à 4000 yens. 4000 yens, c'est-à-dire 27 €, voilà. Et puis une qui est franchement pas mal du tout. Bah, du coup, vous risquez de l'avoir un jour. Hein. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce qu'au final, je vais aussi pouvoir m'en servir pour plusieurs choses où, bah, si je savais coudre, ça aurait un meilleur aspect. Enfin voilà, comme ça me permettra de récupérer pas mal de choses. Et puis, comme ça, je pourrais aussi faire des petits projets sans me prendre la tête à me dire, oh, mais maintenant, il faut que je couse. Voilà, parce que là, c'est celui-là, là. Que je voulais faire pour un coussin, voilà, donc qui a été fait déjà depuis l'année dernière, mais en fait il est juste posé, hein. Il est juste posé, j'ai pas du tout fait le truc, voilà. À la base il est censé avoir un côté orange, voilà, c'est ce que j'ai prévu pour celui-là, un dos orange, et ça m'enquiquine parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus quand même, et puis j'aimerais bien finir mon projet, mais vous savez, je suis le genre de personne quand on n'aime pas un truc, c'est du boulot juste de se motiver à le faire et c'est compliqué quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, maintenant on va parler lecture parce que c'est un peu le but. Et donc j'ai terminé La fille de la supérette de Saya Matsuura, qui est, je sais, un best-seller. Il me semble même qu'elle a eu le prix Akutagawa. Et même en France, il s'est très très bien vendu. J'en ai beaucoup entendu parler. Je le voyais toujours dès que j'allais sur les sites littéraires, sur internet. Je voyais toujours La fille de la supérette. J'avais commencé un petit moment, mais c'était la période où je commençais 3 pages et je lâchais le truc. Et donc du coup, voilà, là je l'ai lu et je l'ai terminé. Je l'ai terminé. C'est l'avantage quand on se gèle, on se met dans un coin et puis on fait plus rien. Voilà. Alors que nous raconte cette histoire? Cette histoire nous raconte l'histoire de Keiko Furukura, je crois, qui a 36 ans et qui a une vie pas normale d'après les normes de la société japonaise. C'est une femme qui a 36 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Déjà, c'est la grata. Tout le monde est sans arrêt en train de s'inquiéter pour elle puisqu'elle a quand même une famille et puis elle a des personnes, des connaissances en fait de l'école qu'elle continue de voir, mais elle a toujours eu cette espèce de distance et de froideur qui fait que en tout cas c'est comme ça que c'est exprimé, mais c'est juste qu'elle ne se sent pas à l'aise dans la société, elle ne trouve pas sa place dans la société et elle ne comprend pas les normes sociales qui font qu'elle devrait absolument faire ci ou faire ça, alors que ça ne lui correspond absolument pas. Ce n'est pas dans son caractère et déjà à l'école, elle avait des réactions un petit peu particulières qui avaient tendance à inquiéter les gens. Elle s'intéressait à des choses
ou sa soeur ou sa mère se dit oula, il y a un truc qui va pas. Et donc du coup elle s'est rendue compte que si elle voulait avoir la paix et ne pas constamment avoir des questions et ne pas, il fallait jouer le jeu quitte à faire semblant. Voilà, donc elle a appris à je sais pas, il y a eu une drôle de bruit. Donc elle a appris à reproduire les sentiments humains, pas les reproduire, mais juste à ce que les personnes aient l'impression qu'elles expriment la même chose, voilà, juste pour avoir la paix et être tranquille. En fait, elle n'arrivait même pas à trouver de travail jusqu'au moment où elle va réussir à être embauchée dans une supérette, ce qu'on appelle les combini. Les combini ici, c'est tout ce qui est Family Mart, 7-Eleven. Ce sont des supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, qui dépannent vachement. Sincèrement, c'est un paradis ici au Japon pour ça. Parce que le jour où vous avez besoin d'un problème, où vous avez besoin d'être dépanné, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est genre même dans un bled au milieu de la montagne, vous allez en avoir un quelque part. Hein. C'est comme les machines, les distributeurs de boissons. Limite au fin fond de la forêt, vous allez trouver un truc, voilà, ça dépanne un max. Et bien sûr, c'est plus cher que dans un supermarché ou dans un truc normal. Mais la différence n'est pas excessive, ce qui fait que les gens se dépannent très facilement là-dedans parce que c'est très convenient. Merde, j'arrive pas à retrouver le mot français. C'est pas grave, vous avez l'habitude, vous savez ce que je veux dire. Donc elle fait sa vie là-dedans. Et en fait, le fait que ce soit réglé comme une horloge, qu'elle ait en fait la motivation pour le travail, hein, en ayant un but de se préparer le matin, de se laver, de faire un certain nombre de choses, elle a l'impression en fait de s'investir et de remplir un rôle dans la société, même si après quand elle rentre chez elle, tout ce qu'elle fait n'est que par rapport à sa vie dans la supérette. Voilà. C'est son seul but dans la vie et c'est la seule chose qui l'anime et qui lui donne de la vie. Encore une fois, tout le monde trouve ça bizarre, personne ne comprend comment est-ce qu'à son âge, tu peux encore travailler dans une supérette, l'accepter et penser que c'est normal. Bref, je ne peux pas en dire plus effectivement pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais ce roman-là est assez clairement une critique de la société japonaise et des normes de la société qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'endroits, mais qui sont très très exacerbées au Japon. Le fait de ne pas être marié après 25 ans, on considère plus ou moins que bon, vous servez un peu à rien. De ne pas avoir d'enfant, bon, ça commence à changer un petit peu. C'est pas que ça change, c'est qu'on commence à être dans une situation de il n'y a pas trop le choix surtout. Et parce que ça coûte cher, parce que les gens ne peuvent pas s'ils doivent continuer de travailler, enfin c'est compliqué. Mais l'opinion publique reste quand même assez stricte et assez... qui a tendance à pointer du doigt, voilà, j'allais dire assez pointeuse du doigt, mais ça n'existe pas. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors, du coup, ce côté-là aurait pu être hyper intéressant parce qu'effectivement, ce sont des côtés qui sont très très flagrants, surtout quand on habite ici. Voilà, qu'on voit vraiment le choc des gens, même des enfants, hein, quand il y a quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui fait certaines catégories de job, enfin ce genre de choses, c'est un peu... Donc du coup, c'était parti pour soulever certaines choses assez intéressantes. Sauf que, je vais le dire franchement, j'ai été déçue. J'ai même été très déçue. Pourquoi? Parce que autant la thématique aurait pu être très facile à comprendre et de compatir, enfin surtout quand soi-même on sent justement qu'on est un petit peu sur le côté de la société, qu'on ne correspond pas forcément aux normes, qu'on l'ait accepté ou pas, ça c'est encore autre chose. Je vous abandonne 2 secondes parce que là ça commence à coincer. Alors pourquoi cette déception? Parce que vous voyez, plutôt je vous parlais de froideur et de distance, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé les personnages froids et distants. Alors le fait d'avoir un caractère un peu particulier, de ne pas rentrer dans les normes de la société, je veux bien, mais là c'était décrit de telle façon que on ne comprend pas du tout, ne serait-ce que même ce que la personne veut faire, c'est un petit peu difficile à expliquer sans vraiment vous dévoiler plus que ça de l'intrigue, même si au final l'intrigue il n'y en a pas non plus des masses. Mais c'est vrai que si je veux vous donner des exemples concrets, il faudra à ce moment-là que malheureusement je cache un peu l'histoire, ce que je ne veux pas faire. Mais disons que pour résumer, j'ai trouvé absolument tous les caractères, du premier au dernier, super antipathiques. Je n'ai eu aucune compassion pour aucun d'entre eux. C'est pas que j'ai pas compris le fait qu'ils sont en marge de la société, mais je n'ai pas compris non plus pourquoi
justement, vu leur caractère froid et distant, ils se mettaient martel en tête pour des choses dont clairement ils n'en avaient rien à carrer. Parce que on sent bien que le poids, la soi-disant pression de la société, elle leur coule dessus. Ou alors peut-être qu'ils ne l'exprimaient pas, mais à ce moment-là, je ne comprends pas le rapport. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même s'il y a la pression et tout ça, mais en gros, ils s'en carrent, ben pourquoi essayer absolument de s'y conformer, puisqu'en plus en essayant de s'y conformer, au final, ils empirent encore la situation, parce que ça leur correspond tellement pas que ça ressemble à rien. Et c'est ce truc où je n'ai même pas ressenti la pression en fait sur eux, puisque j'avais l'impression qu'ils ne vivaient pas cette pression. Je la ressentais dans les mots des autres personnages, des familles, des pseudo-amis, je dis pseudo parce que ben, clairement ils n'avaient pas d'amis, mais ça restait des connaissances, voilà. Donc c'est un peu ce qui remplace les amis pour d'autres personnes. Mais j'ai ressenti la pression dans leurs mots, mais je n'ai pas ressenti la pression sur eux. Voilà, c'était ce que les gens adeptes de la société, je sais vraiment pas comment mettre les mots là-dessus, mais dans la société, veulent, sans le savoir, imposer aux autres parce que c'est la norme. Et en même temps, on a des personnes en face qui, ils en ont rien à carrer, mais quand quelqu'un leur dit, ils en ont aussi rien à carrer. Donc, je vois pas l'angoisse, le stress. Il n'y a pas de pression si tu ne ressens pas la pression. Même si les gens te mettent la pression, mais si toi tu la ressens pas, ben la pression sur toi, elle n'y est pas. Elle existe dans les mots des autres personnes, mais elle n'est pas sur toi. Donc toi, tu n'as pas de pression en fait. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Et j'avoue que oui, tous les personnages étaient antipathiques. Que ce soit justement les familles ou certains collègues de travail ou pseudo-amis, justement par leur « Ah oui, mais non, mais il faut que tu te maries, mais oui, mais il faut que tu aies un bébé, oui, mais tu comprends à ton âge, gna gna gna. » Parce que bon, alors la chanson, je la connais. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est très... Il y a zéro sentiment pour la personne, il y a zéro, c'est toujours « Oui, mais bon, tu comprends, parce que maintenant, il faut faire ça. » Voilà, c'est tout. C'est pas parce qu'on veut que tu sois heureux, c'est pas parce que, ah oui mais non, mais là tu vois, là c'est écrit à tel âge tu dois être comme ça, donc c'est comme ça, c'est tout, voilà. Alors ce genre de discours déjà ça m'a gonflé parce que ces personnages-là n'avaient absolument pas d'autre fonction. Ils n'avaient aucune autre fonction, ils n'avaient aucune proximité avec les autres personnages, donc c'est un peu comme si la société parlait à travers eux, mais que donc ce ne sont pas des personnages et ce ne sont pas des personnes. Ils sont une incarnation de la société sans être des personnes en tant que telles. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir de compassion, de sentiment ou même essayer de comprendre leur point de vue. Ce que je peux comprendre si l'écrivaine voulait justement dénoncer ces travers de la société, effectivement, pour le coup, cette partie-là est très bien faite. Le problème, c'est que le récepteur, donc les personnes qui sont hors normes, m'inspirent zéro sympathie aussi. Voilà. Comme j'ai dit, non seulement ils n'ont pas vraiment de pression parce qu'ils ne la ressentent pas, à part le fait de l'écouter, et de se dire, oh, bon, faudrait peut-être que je fasse un truc, mais c'est un peu comme quand je me dis, oh tiens, me faire chauffer de l'eau, enfin, c'est un peu... Voilà, donc il y a un peu, c'est vraiment zéro sympathie. Peut-être que si les personnes hors normes avaient pu, ne serait-ce qu'exprimer leur ressenti. Bon, après, on est au Japon, on n'exprime rien non plus. Bon, ça n'aide pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient exprimé leur ressenti vis-à-vis de la situation, plutôt que de juste subir comme des zombies, et où on a l'impression qu'au final, qu'ils subissent ou qu'ils subissent pas, ça leur va très bien, ça ne fait aucune différence. Mais j'appelle pas ça de la pression, en fait. C'est ça que je comprends pas. On a l'impression, quand on le vit mal, quand on le subit, quand on le... Enfin, pas juste parce que quelqu'un te dit un truc, tu dis... Ouais, moi, je m'en fous, je vais pisser. Voilà. Je suis désolée de l'expliquer comme ça, mais j'ai du mal à l'expliquer autrement. Donc, en gros... Je sais que ça a été un best-seller, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce bouquin, je sais que, parce que j'ai lu après l'avoir terminé, je suis allée voir justement les critiques et les machins, parce que je savais justement que c'était quelque chose qui avait été pas mal porté au nu, et effectivement où tout le monde considère que ça dénonce justement la société, la pression au Japon, tout le tralala. Ben moi dans celui-là je ne l'ai pas vu.
Il y en a un que j'avais lu d'Aki Shimazaki, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, je crois que ça s'appelait Mitsuba, et qui à la fois n'avait pas pour but, je pense, de dénoncer les travers de la société, mais dans lequel, à travers l'histoire des personnages, je le ressentais beaucoup plus, par exemple, que dans ce livre. C'était beaucoup plus évident, je trouve, et pourtant, c'était pas non plus des personnages dont on se sentait très proche, mais ils avaient au moins un côté humain. Voilà. Je me rends compte qu'en fait, oui, dans La fille de la supérette, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune humanité dans rien. On m'aurait raconté l'histoire d'aliens sur une autre planète, ça aurait été pareil. Sauf si on m'avait raconté des vrais ressentis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce côté un peu plastique. Je vais arrêter de continuer d'essayer de trouver des mots et des comparaisons, parce que je crois qu'en fait, je m'embourbe et je me rends encore moins compréhensible que ce que j'étais au départ. En essayant désespérément de vous expliquer, je crois que je deviens de moins en moins claire. Voilà. Donc en gros, j'étais très déçue et c'est tout. Voilà, on va faire avec ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous reprendre peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais voir si j'arrive à terminer autre chose ou à continuer autre chose, parce que j'en ai tellement en cours que ben, je vais peut-être en profiter justement pour me débarrasser un petit peu. Voilà. Eh bien, je vous reprends pour vous parler d'un petit graphique que j'ai lu après mon retour de Tokushima. Et qui s'appelle Chute de vélo d'Étienne Davodo. Donc c'est une bande dessinée, donc c'est-à-dire assez court. Donc voilà, comme je vous ai dit ces derniers temps, j'essaie de me coller des choses assez courtes pour compléter un peu les vlogs, mais aussi parce que ça me motive en ayant l'impression que je lis plus. Bref, alors Chute de vélo, de quoi ça nous parle? En fait, j'ai choisi complètement au hasard sans savoir de quoi ça allait parler. Et puis parce que j'ai bien aimé la couverture avec cette rue vide, j'ai trouvé que la rue, le décor, enfin le graphisme m'attirait. Donc je me suis dit, tiens, ça m'a l'air bien intéressant. Alors, Chute de vélo rentre dans le quotidien d'une famille, une famille recomposée avec un couple et puis les enfants de la femme qu'elle avait eu apparemment d'un précédent mariage. Et en fait, ils doivent aller dans la maison familiale, c'est-à-dire dans la maison qui appartient à sa maman, à elle, qui est atteinte d'Alzheimer. Donc malheureusement, effectivement, plus personne n'habite cette maison. Et comme ça devient au final financièrement pas viable de garder une maison qui n'est pas habitée, qui n'est pas utilisée, et ça va finir par coûter plus en travaux et en réparation. Donc la famille, l'ensemble de la famille va se réunir, dont ses frères à elle, et puis un grand ami de la famille qui est avec eux depuis des années et qui les a toujours aidés, qui s'est toujours occupé d'eux dans la mesure du possible, et qui est considéré comme leur pauvre, c'est-à-dire un petit peu leur action bienfaitrice, puisque lui par contre, il a un peu du mal à joindre les deux bouts, il est toujours un peu en difficulté, et donc ils sont aussi un soutien pour lui. Alors dans ce contexte-là, on peut se dire que oui, c'est une famille au final assez classique, mais aussi avec leurs problèmes, et c'est un peu ce qu'on va découvrir pendant la bande dessinée, c'est-à-dire un peu tous ces problèmes cachés, ces non-dits, et puis finalement des situations et surtout un secret pour l'un des personnages que l'on en apprendra qu'au bout d'un moment et qui explique en fait l'attitude mais aussi la situation dans laquelle l'ensemble de la famille se retrouve et qui justifie également le titre de la BD d'une certaine façon. Voilà. Alors je pense que c'est suffisant pour connaître l'histoire, parce que je ne vais pas vous dévoiler le secret non plus. Voilà, et puis comme c'est assez court, bon effectivement ce serait un peu du gâchis. Alors résultat, eh bien malheureusement c'est encore une grosse déception. Alors cette vidéo est faite de déception, je suis désolée. Entre mon séjour à la noix que j'ai un peu raté à cause du vent et du froid, et en plus je suis tombée malade, enfin ça va mieux là quand même hein. Et puis les lectures, et puis mais bon, je me dis écoutez, finalement comme ça nous change un petit peu. Alors pourquoi est-ce que j'ai été très déçue? Alors premièrement parce que en fait c'est une BD que j'ai depuis très longtemps, comme je vous ai dit que j'avais choisi par rapport à la couverture, j'avais dû avoir un prix ou quelque chose comme ça arrive de temps en temps sur certains sites. Et du coup, c'est vrai que je n'avais pas pris la peine de feuilleter à l'intérieur. Sauf que les décors, les rues, je les trouve plutôt bien faites. Mais les graphismes au niveau des personnages, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Je trouve qu'ils ont des traits très exagérés, très caricaturaux et qui ne collent pas forcément avec l'histoire, qui ont un côté un peu agressif et clownesque à la fois. C'est-à-dire que quand déjà à la base ils sont assez caricaturaux, mais quand un événement se passe, les expressions, j'imagine pour montrer ce que les personnages ressentent, sont exprimées de façon tellement forte que c'est là que le côté un peu clownesque arrive, ou quand
quand un personnage est en colère, il a limite les yeux qui lui sortent de la tête, les cheveux dans tous les sens, mais c'est aussi les traits du visage en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu difficile à expliquer. Mais sincèrement, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Apparemment, je suis l'une des rares parce que quand j'ai regardé les critiques après la lecture, apparemment, beaucoup de gens adhèrent beaucoup à ce style graphique. Donc après, bon, vous me direz, un style graphique, c'est très personnel. Hein. Donc ça ne veut absolument pas dire que ça n'est pas bien fait, que ça n'est pas... Mais moi, par rapport à mes goûts, voilà, ça n'a pas accroché. Après... Même quand j'aime pas le style graphique, parfois je peux passer outre si j'accroche à l'histoire. Sauf que là non plus, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Mais en BD, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand on essaye de développer une histoire assez complexe et que pour pouvoir réussir en fait à mettre la totalité de l'histoire dans une BD, ça n'a pas beaucoup de pages. Hein. Sinon, c'est un roman graphique. Voilà, c'est pour ça que souvent, c'est plus développé, c'est mieux développé. En fait, le problème, c'est que à cause de ça, il faut sauter des passages et des fois, on passe d'une situation ou une autre sans transition, et c'est un petit peu un problème que je retrouve en général. Quand il y a une histoire assez courte et finalement qui peut être résumée assez facilement, là, ça colle bien. Mais des fois, il y a des histoires assez denses et je trouve ça très difficile justement. Bon après je me mets à la place des auteurs, non parce que je ne connais pas leur job, mais j'imagine quand on a vraiment une histoire, beaucoup de choses à dire, ça doit être très très compliqué de tout caser justement dans un espace aussi limité. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à ce moment-là ils ne switch pas sur un format plus épais ou... Après il y a peut-être des questions de coût, hein, comme j'ai dit je ne connais pas le milieu. Mais c'est vrai que dans celle-là en particulier, et je pense que vous m'avez déjà entendu faire la remarque sur d'autres BD, parfois même romans graphiques d'ailleurs, ça saute d'une situation à l'autre sans queue ni tête en fait. Ce qui fait que quand on est en train de lire, on a une situation en tête, celle qu'on est en train de voir. Et du coup, quand on passe à autre chose, ben, on ne comprend pas ce qui se passe parce que mon cerveau, il n'a pas forcément compris qu'on était passé à autre chose. Et du coup, il faut plusieurs vignettes, voire pages, pour me dire « Ah oui, mais au fait, alors ça n'a plus rien à voir, on est passé sur autre chose. » Voilà. Et donc ça, oui, forcément, ça m'a perturbée, d'autant plus que j'ai trouvé non seulement les visages caricaturaux, mais les situations aussi un petit peu. C'est-à-dire que des situations qui sont supposées être des situations très intenses, c'est résumé en une ou deux vignettes et puis après on passe à autre chose et en même temps il y a eu ces espèces de caricatures de visage où j'ai l'impression qu'on me dit tu vois là ce qui se passe hein. Bon bah il faut que tu sois en colère ou il faut que tu trouves pas ça normal ou il faut... Il y a un côté un peu trop démonstratif où j'ai l'impression qu'on me dit ou qu'on me montre là, c'est comme ça que tu dois voir les choses ou là, c'est comme ça que tu dois penser. Encore une fois, c'est super personnel. Hein. Parce que je pense pas que les auteurs, ils pensent à ça. Mais en fait, moi, c'est l'effet que ça me fait avec ce côté exagéré. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. À côté de ça, peut-être à cause de toutes ces raisons-là, je ne me suis absolument pas attachée au personnage. Et au final, les secrets dévoilés, les situations dévoilées, je me dis, ok, c'est cool. Et voilà. Et alors, la fin, après, c'est peut-être aussi mon manque de neurones. Hein, je n'exclus pas. Je n'exclus pas le manque d'intelligence de ma part. J'ai rien compris. Mais quand je dis rien, rien. Je crois que c'est sur les 2 dernières pages où il y a la conclusion de l'histoire et j'ai regardé et je me suis dit, il se passe quoi? J'ai rien compris. Zéro, nada. Voilà. Alors, est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que je ne sais pas? Mais quand j'ai commencé à repenser à l'histoire, je me suis dit non, j'ai toujours pas compris. Donc voilà, eh bien écoutez, je suis désolée, c'est cette déception qui va conclure ce petit vlog. Alors par curiosité, je sais que je vous le demande à chaque fois, mais si vous avez fait les mêmes lectures, n'hésitez pas à commenter tout le tralala. Mais surtout, si vous avez lu Chute de vélo, parce que je ne l'ai pas vu circuler celui-là, si vous l'avez lu, est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe à la fin? Parce que j'ai vraiment pas compris. Et j'aimerais bien en fait que quelqu'un éclaire ma lanterne, puisque quand on lit des avis d'autres lecteurs, forcément on vous donne pas la conclusion, parce qu'à ce moment-là c'est un spoil, et puis bon bah ça se fait pas quoi. Et donc bah voilà, et j'aimerais bien quand même comprendre, plus par curiosité qu'autre chose. Ça ne me fera pas aimer plus l'histoire, mais c'est un peu un...
comment dire ça, ce serait une façon de conclure psychologiquement, de boucler la boucle en fait, voilà. Ben écoutez, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a intéressé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de culture que de lecture, mais vous savez que je fais toujours mes vlogs un petit peu aussi par rapport au Japon, par rapport, enfin pour vous montrer un petit peu des belles choses en fait, parce que en dehors d'endroits comme Tokyo, bon ça c'est bon hein, mais il y a quand même beaucoup de coins, et en particulier par là où je suis, où je pense que ça mérite la peine d'être connu, et où malheureusement, ou heureusement peut-être pour nous, pas beaucoup de touristes viennent, pas beaucoup de voyageurs, et je pense qu'au contraire justement il y a tout à découvrir ici. Alors voilà, et si vous n'avez pas l'occasion de venir, ou en tout cas pas tout de suite, ça vous permet quand même de regarder les images et puis éventuellement de vous faire une petite checklist pour dans le futur. Voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous préciser, comme justement je n'ai pas réussi à vous montrer tout ce que j'ai voulu vous montrer, faut avouer qu'on est un petit peu short en images de Tokushima, j'ai décidé de conclure cette vidéo avec des images que j'ai prises au musée Otsuka l'année dernière, qui est aussi dans la préfecture de Tokushima. Voilà, comme ça on reste exactement dans la même zone, et puis ça vous permet de découvrir quelque chose d'autre. Le musée Otsuka, c'est un musée où il y a des reproductions des œuvres principales de l'art dans le monde entier. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si vous connaissez en fait la plupart des œuvres. Mais voilà, je pensais que c'était une bonne petite conclusion, surtout pour les gens qui, comme moi, aiment l'art. Et puis voilà. Je vous relaisse avec mon moi d'il y a quelques minutes. Ben écoutez, sur ce, j'espère que tout va très bien pour vous. Ici, le temps est très changeant. Voilà, c'est temps de printemps, logique. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être de nouvelles aventures. Ciao, ciao!